En 1936, Eva sur ses côtés va donner son appui aux troupes de Maurice Duplessis. Oui, et ça s'explique, ça me scandalise pas du tout, parce que ceux qui étaient avant Duplessis étaient tellement pourris. Les libéraux étaient là depuis des décennies et avaient été d'un scandale à l'autre et d'un scandale à l'autre. Bon, et puis bon, il y avait eu Godbout, mais pas pour très longtemps à ce moment-là. Et des réformateurs ont quitté le Parti libéral pour fonder l'Action libérale nationale, qui s'est uni aux conservateurs de Duplessis. C'est-à-dire les conservateurs avaient la caisse, avaient de l'argent, les autres avaient un programme. C'est pour ça que ça s'appelle l'Union nationale, c'est une union. Une union qui n'a pas duré, remarquez. Et elle a été la première à déchanter. Mais pour les élections, ça se comprend très bien parce que c'est un parti réformateur, l'Union nationale, pour bien des gens. Pour bien des gens, ça l'était. Ça n'a pas pris de temps. Voyez-vous, il est élu en 1936 quand il lance sa campagne anticommuniste de la fête du Christ-Roi, 31 octobre 1936, tout ça. Après, elle est outrée. Elle dit vraiment, appeler le Christ un roi, d'abord, c'est fort. Et puis se lancer dans l'anticommunisme, alors que si le communisme n'est pas bon, ben il va mourir de sa belle mort. Et alors moi, ça m'étonne pas tant que ça, puis elle n'est pas la seule à avoir appuyé Duplessis, et c'est complètement gouré, là. Mais on lui a donné une chance. On a vu ce qu'il a fait, puis on l'a défait en 1939. Mais elle, comme je vous dis, là, ça a pris quelques mois. Et là, ce qu'elle a dénoncé le plus, c'est l'alliance de l'Église et de l'État, de Villeneuve, du cardinal Villeneuve et de Maurice Duplessis. Toute sa vie, elle était pour la séparation de l'Église et de l'État, mais c'est comme si, avec l'élection de Duplessis, l'Église et l'État étaient encore plus liés qu'avant. Parce qu'après tout, les libéraux, c'était des libéraux, je veux dire, Taschereau, il y avait des réformes, il y avait, bon, c'était des catholiques, mais c'était pas des, il y a eu des scandales, mais je veux dire, au point de vue idéologique, c'est, bon, ça pouvait aller. Mais, je veux dire, il s'excitait pas comme Duplessis l'a fait, là, avec tout l'appui de la droite et tout, et du clergé. À l'époque d'Eva sur ses côtés, beaucoup de gens présentaient une hostilité envers l'immigration. Eva sur ses côtés, la progressiste, était-elle la grande défenseuse des immigrants? Elle était très ouverte à l'immigration, aux immigrants. On parlera d'immigration. Et on ne peut jamais l'accuser de xénophobie, vraiment, dans toute son époque. Mais il y a des nuances, parce que, bon, elle va parler, par exemple, elle va utiliser des clichés. Elle va parler des, je me souviens plus lesquels, là, qui font la cuisine à l'huile d'olive, puis ça sent pas bon dans la rue. Vous savez, des choses vraiment triviales, là, comme ça. Mais elle est pour l'intégration de l'immigration. Elle est surtout pour l'ouverture des écoles aux immigrants pour pas qu'ils aillent du côté anglais. Et pas seulement pour pas qu'ils aillent du côté anglais, mais elle dit on se prive de toute la richesse de ces gens-là qui arrivent ici parce que nos écoles n'acceptent pas de non-catholiques. C'est vrai. Alors les Juifs étaient obligés d'aller à l'école protestante, par exemple, et puis d'autres immigrants d'autres religions se ramassaient tous à l'école protestante, finalement. Et c'est surtout en parlant des Juifs qu'elle a fait preuve, je crois, de plus de largeur d'esprit. À un moment donné, il y a eu un incident extrêmement malheureux à l'hôpital Notre-Dame où un interne juif, Rabinovitch, décide de faire son internat à l'hôpital Notre-Dame et les médecins se mettent en grève, vous imaginez. Et Rabinovitch a démissionné pour ne pas priver les patients d'un médecin. Et Eva sur ses côtés lui consacre au moins une chronique. Lors du centenaire de l'émancipation des Juifs au Québec, c'est aussi le 25e anniversaire du Kanata Adler, qui est le journal juif de Montréal. Et ce journal, qui est publié en yiddish, décide de publier en français et en anglais. Et on invite des personnalités francophones à écrire, et anglophones bien sûr, mais je parle des francophones, là, à présenter des articles. Alors, il y a Bourassa, qui va écrire sur son grand-père, Louis-Joseph Papineau, qui a émancipé les Juifs. Il y a Asselin, qui écrit une chronique qui est comme ci, comme ça, qui va dire que les catholiques ne peuvent pas être antisémites. Bon, c'est douteux. Eva, sur ses côtés, va prendre une page. Et c'est magistral. Elle fait une histoire de la culture canadienne-française depuis la Nouvelle-France. Et
pour expliquer ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelait le retard de la culture, de la production culturelle au Québec. Pour qu'est-ce qu'il n'y a pas une littérature aussi achevée que... Et puis... cet article-là est extrêmement intéressant. Donc, on la connaît dans la communauté juive, vous voyez. Donc, pour revenir à l'immigration, elle est très critique des politiques d'immigration, surtout pendant la dépression économique. Parce qu'elle dit, quand il y a du chômage comme ça, pourquoi continuer? Il reste que le Canada a vraiment resserré l'arrivée des immigrants pendant les années 30. Bon, mais elle disait, ceux qui sont arrivés, on est trop arrivés dans les années 20, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? Il n'y a pas de travail, etc., etc. Mais elle va dire aussi, si quelqu'un arrive ici et veut apprendre notre langue, ils sont comme nous autres. Donc, c'est un discours qu'on n'entend pas souvent au Canada français, je crois, à l'époque. Et justement, elle s'en prend à Groux, elle s'en prend aux nationalistes, parce qu'ils sont xénophobes, parce qu'ils sont étroits d'esprit, etc. Madame Lévesque, chez les féministes, on retrouve deux visions de la femme. Une vision popularisée par Simone de Beauvoir, qui postule que la féminité est une construction historique, et une autre vision qui naturalise les différences entre les hommes et les femmes. Dans quelle famille de pensée était Eva Circé-Côté? Eh bien, pour Eva Circé-Côté, c'est pas si simple que ça. C'est vraiment pas une dichotomie. Et surtout que ça évolue dans le temps, comme tout le monde d'ailleurs. Je veux dire, on la suit pendant 40 ans, c'est sûr qu'elle va changer. Alors, c'est au début de sa vie, oui, elle est très, ce qu'on dirait aussi essentialiste. Vous dites naturaliser. Et oui, c'est vrai, elle va parler, les petites filles jouent avec les poupées, c'est bien comme ça. Les femmes ont le cœur plus tendre et c'est bien comme ça. Et puis si on avait des femmes, on aurait, je sais pas moi, élues. En politique, on aurait moins de corruption. Donc, les femmes, c'est vraiment le stéréotype des femmes qui apportent, qui purifient les mœurs, qui améliorent la société. Bon. Mais arrive la Première Guerre mondiale, et là, elle va prendre des arguments, mais vraiment qu'on appelle égalitaires. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Elles doivent avoir un salaire égal, parce qu'elles remplacent les hommes dans les usines, les hommes qui sont partis à la guerre. Donc, le discours devient de plus en plus égalitariste. C'est normal, c'est une libérale. Libérale, c'est la même chose pour tout le monde, là, c'est égalitaire. On peut remonter à Condorcet, mais John Stuart Mill, qu'elle cite d'ailleurs. Donc, c'est un mélange des deux. Et on pouvait parfaitement être les deux, je crois, à son époque. Alors, ça dépend. Parfois, on va dire le travail de nuit. Les femmes ne devraient pas faire un travail de nuit, leur constitution. Mais il y a aussi, elle va dire, mais le travail de nuit, si c'est néfaste, ça devrait être interdit pour tout le monde. Ouais. Alors, son féminisme évolue parce que avant la Première Guerre ou avant 1910, elle n'est pas pour le suffrage féminin. Elle est pour une éducation égale, surtout pour l'éducation des filles, pour d'autres droits, mais pas nécessairement le suffrage, parce que les femmes ne sont pas prêtes. Puis tout à coup, elle se reprend, puis elle réalise avec le temps qu'il y a bien des hommes qui ne sont pas prêts non plus. En fait, elle voudrait prendre certains députés de la campagne, je ne dirais pas de quelle région, et les retourner sur les bancs d'école avant qu'ils puissent siéger à l'Assemblée législative. Bon, alors c'est assez méprisant. Mais elle dit les femmes ne sont peut-être pas prêtes. Ça va évoluer, ça, énormément. Et elle va être bien sûr pour le suffrage féminin à partir justement à peu près 1910, comme pour tous les autres droits. Au début, elle n'est pas pour l'admission des femmes au barreau. Puis elle va même se moquer de ça. Je parle là, des premières années, hein. Au début du siècle, ben oui, elle pourrait séduire les juges. Alors, elle reprend les stéréotypes masculins de la position des femmes. Puis ça va complètement changer, là. Non, elle va devenir une féministe qui a réfléchi au féminisme et à ses conséquences aussi, ce qui va arriver. Et puis elle va rire des gens, des politiciens ou des hommes qui ont peur du féminisme.